Bon, ça a l'air de fonctionner comme d'habitude. Donc ce soir, on part sur Les Réprouvés. Livre, comme d'habitude, je présente rapidement. Livre qui fait à peu près 420 pages, paru en 1930, dont l'auteur est bien entendu Ernst von Salomon, et que vous pouvez trouver au prix de 12 €, je crois. Commençons par l'auteur et le contexte. L'auteur, on en a déjà parlé, donc on va pas forcément revenir dessus. Je renvoie au Cadet pour sa vie, même si c'était un traitement biographique assez léger, puisque l'on va parler de lui à chacune de ces petites bafouilles de ma part. Les Réprouvés, c'est le premier de ses livres, par ordre de parution. Le livre est écrit largement pendant l'incarcération de l'auteur dans le cadre des troubles paysans dans ce qui est alors le Schleswig, qui deviendra le Schleswig-Holstein plus tard, donc le nord de l'Allemagne, quasiment très proche de la frontière danoise. Donc c'est le premier de ses livres, il est publié en 1930 alors que l'auteur n'a que 28 ans. Mais il a déjà beaucoup de choses vécues à raconter et un message à transmettre surtout, ce qu'il va s'empresser de faire très vite. Avant de se taire très longtemps, on l'a dit, il va se taire jusqu'au début des années 50. C'est le livre donc d'un homme jeune, publié à une époque bien définie, de choses importantes que beaucoup de propos oublient quand il s'agit d'en faire la critique au sens propre. L'auteur fait donc partie de la génération à la longue hérédité des tarvenus, à l'image des romantiques français dont on a parlé dans le mercredi dernier. Ces enfants des guerres napoléoniennes qui n'ont pas vécu, toutes ces générations élevées au son du tambour et qui devront chercher toujours des expédients à la guerre et aux émotions dont ils ont été récepteurs sans pouvoir les vivre. On retrouve à la même époque, dans un autre pays, le même type de personne chez un Malraux qui lui est né en 1901 et qui n'a pas pu connaître la guerre, enfin en tout cas la première, qui est toute son adolescence à l'inverse. Pour comparer on va dire les artistes, Von Salomon est sans doute un meilleur écrivain et un moins bon metteur en scène de sa propre vie. Il était très certainement moins ambitieux et il a vieilli autrement, on y reviendra dans une prochaine présentation. Hop, attendez, je change l'image. Tac. Les Réprouvés, c'est immédiatement un succès. Ça devient un petit peu l'œuvre de référence sur les Freikorps et surtout la vie de l'Allemagne et ses soubresauts au début des années 20. Et le livre va connaître une seconde vie plus tard, surtout dans les milieux de la nouvelle droite et principalement en France et en Italie. Le livre rejoint très vite les immenses prédécesseurs qu'on lui connaît dans la lignée des grands livres allemands de témoignages vivants sur les troubles du temps que connaît le pays ou le territoire dans ce qu'il était avant d'être un pays, qui s'ouvre avec par exemple un Grimmelshausen et son Simplicius Simplicissimus. Peut-être qu'on en parlera un jour de cet ouvrage qui se place dans la guerre de 30 ans. C'est un de mes livres de chevet sans aucun doute, c'est un réservoir à citations, je résisterai pas à lire certains passages que je ferai en les mettant soit en exergue ou naturellement dans le développement. C'est quelque chose que je ferai d'ailleurs assez souvent dans les présentations, mais là il y a quelque chose qui tient du goût personnel, on va dire. Le but ici n'est pas de refaire toute l'histoire, mais on va dire de comprendre un homme et une époque à l'aide de son témoignage. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'a-t-il à nous dire cet auteur ? On peut grossièrement, et sans suivre le découpage réel du livre, poser 5 jalons, que sont la révolution spartakiste, le Balticum, la Silésie, l'organisation consule et enfin la prison. Voilà, ce sont un petit peu les 5 étapes importantes. Le premier contact pour lui avec ce qui sera la révolution d'un point de vue pratique, de terrain, c'est à Francfort où il est vraisemblablement chez lui, après avoir quitté la Lichterfelde, l'école des cadets à Berlin après la défaite. Encore que je ne suis pas certain qu'il soit à Francfort parce qu'il décrit beaucoup de marins et j'ai fait quelques recherches et je n'arrive pas à trouver où est-ce qu'il était exactement en 1918, mais à la limite,
C'est sans importance. Est-ce qu'il était à Kiel? J'en doute fort, même si c'est son lieu de naissance, il n'y vivait plus depuis un certain temps. Donc je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il était à Francfort. En tout cas, il est bastonné par la foule alors qu'il porte son costume d'aspirant officier. D'un point de vue personnel, on peut deviner que ce genre de passage à tabac est une compréhension instinctive et frappante, si j'ose dire, du mur qui existe dorénavant entre lui et une partie de la société, alors qu'il ne compte pas renoncer aux valeurs qui sont les seules qu'il connaît, et qui sont celles de son enfance et de son adolescence, c'est-à-dire les plus sérieuses quand on a cet âge-là. Il n'a pas connu la guerre, comme je l'ai dit, et ne transporte avec lui ni la fièvre envoûtante des combats d'un Junger, ni le dégoût profond d'un Remarque, et de toute une partie, bien entendu, de sa génération. Sa position, elle est d'abord dictée par ce qui a été son entourage mental chez les cadets. D'abord, ça n'est pas que le traumatisme de la défaite, la disparition des fondements d'une nation. C'est pas grave, Pierre. 21h, 21h30, c'est sans importance. Y a pas de souci. C'est vrai que d'habitude, les créneaux en semaine sont à 21h30. Les présentations littéraires, quand elles sont un peu longues, risquent d'être plutôt à 21h le dimanche. Mais c'est sans importance. Tu es là, c'est l'essentiel. Donc, je reprends. D'abord, c'est avant tout la fin d'une vie consacrée à des valeurs, avant même d'avoir eu la chance de les confronter au réel. C'est ça le vrai point de départ, c'est un drame personnel. Et on sait que les drames prennent une toute autre ampleur lorsque vous êtes adolescent. Les événements sont effectivement marquants, mais c'est le refus de renoncer à ce pourquoi on a vécu qui conditionne l'engagement, en tout cas le sien. Hop, je vous mets les Freikorps. Le premier engagement est donc la lutte contre le spartakisme. On sait que les Freikorps, dans lesquels l'auteur s'est engagé alors qu'il a à peine 17 ans, serviront de bras armés à la social-démocratie pour le maintien de l'ordre. On se bat dans la ville, cette fois bien sûr on est à Berlin, au milieu des travailleurs matinaux et des macros de nuit pour réprimer la révolte populaire. On sait comment ça se finit sans qu'il faille y voir une réelle idéologie qui sous-tend le combat, pour eux à cette époque et en tout cas à l'échelle purement individuelle. C'est le pouvoir qui réprime le petit peuple politisé et pour la plupart des combattants dans les Freikorps, c'est la lutte pour l'ordre au sens le plus bas du terme, c'est-à-dire l'ordre du quotidien. La lutte contre le chaos et l'anarchie. L'instinct a commandé, et l'auteur est lucide sur les conséquences, je vous le cite. Nous qui luttions sous les anciennes couleurs, nous avons sauvé la patrie du chaos. Que Dieu nous pardonne, ce fut notre péché contre l'esprit. Nous avons cru sauver le citoyen et nous avons sauvé le bourgeois. Le chaos est plus favorable au devenir que l'ordre. En sauvant la patrie du chaos, nous fermions la porte au devenir et nous ouvrions la voie à la résignation. Voilà, que dire de plus ? En sus, on comprend bien que rien n'est fixé et qu'aucun camp n'est réellement défini, tout le monde agit dans l'urgence. Il y a cet exemple dans le livre magnifiquement rendu de la fouille dans les quartiers ouvriers, qui est hyper cinématographique encore une fois, où l'on comprend ce qu'est cette espèce de guerre civile et les jeux du hasard qui conduisent les hommes d'un camp à l'autre, pour un idéal, pour une raison alimentaire, peu importe. Personne ne sait vraiment où vont les événements et tout le monde doit choisir son camp. Il faut à mon avis, surtout à ce moment, s'abstenir de jugements trop abrupts, dans ses premières éruptions spartakistes. En avril 1919, c'est le départ pour le Balticum où il rejoint un corps franc hambourgeois dans une de ces Pygmy Wars des années, on va dire 1918 à 1923 en gros, dont j'ai déjà largement parlé dans une fois au livre, la toute première que j'ai pu faire, et qui sont parmi les conflits les plus étranges du XXe siècle, en tout cas en Europe, ça c'est d'une certitude. On a une bande de Lansquenets dépeint avec lyrisme par l'auteur, des pirates sur charrette, des corsaires d'un monde disparu, et qui fuient dans une espèce de nihilisme, cette espèce de néant qui les poursuit sur des vagues qui les portent. On rejoint un lieu qui est inconnu pour nous, qui est tout à fait fascinant, qui a largement disparu en Europe après 1945, qui est celui des marges septentrionales plurinationales. À l'inverse d'États que l'on connaît mieux, qui sont proches de nous, comme la Belgique ou la Suisse, ces États-là n'avaient soit jamais fait nation, soit avaient constitué des États sous tension que la paix de 1919 en tripotant les frontières ne changera pas. On a, là où ils se battent, une ex-terre russe, peuplée de Slaves et de Finno-Ougriens, si on est précis pour l'Estonie, sous domination d'une aristocratie terrienne allemande.
Ce sont d'abord en partie les 14 points de Wilson, puis surtout plus tard les immenses déplacements de population post-45 qui changeront cette face de l'Europe. Je vous mets, hop, bougez pas. Ah oui, la Baltisches Landeswehr, in Treue zur Heimat. Une Treue zur Heimat, ça doit être la fidélité au... Heimat, c'est difficilement traduisible. La patrie, c'est Vaterland, et le Heimat, c'est plutôt le foyer, voilà, le lieu d'origine. À ces problèmes nationaux s'ajoute donc la politique, bolchevisme, monarchisme, nationalisme et aussi l'économique. La population, peu importe son camp, voulant se réapproprier les richesses d'une aristocratie entre guillemets étrangère, allemande. Et donc la Baltique du temps est une poudrière assez difficile à restituer en quelques mots. L'auteur est donc plongé dans un monde de guerre anarchique, où tous sont contre tous, une guerre où tout le monde est la cible et où la pitié est entièrement absente. On y retrouve aussi bien le patriote exalté que le prince balte menacé. D'ailleurs c'est le cas, hein, vous voyez sur l'image Asso van Manteuffel, qui est un jeune homme qui mourra dans l'assaut sur Riga et qui est donc d'une grande famille de l'aristocratie balte. Voilà. Donc on y retrouve tous ces voilà, ce prince balte menacé, vous y retrouvez l'aventurier avide de gain, le corsaire qui s'est affranchi des contraintes des lois de la guerre en Europe. C'est le bastion oriental de la suprématie germanique pour lequel on se bat, dans une guerre qui n'est déjà plus la première guerre mondiale au niveau des moyens et de l'esprit, et qui n'est pas encore bien entendu la seconde. Pour l'échelle, la brutalité déployée et la cause invoquée, on est entre un espèce de front est du pauvre de la Deuxième Guerre mondiale, aristocratie germano-balte, oui tout à fait, ça coulait de source, je l'ai peut-être pas dit, mais quand on parle d'aristocratie balte, on parle bien entendu d'aristocratie germano-balte. Les Russes sont très absents de ce territoire, et les Baltes en eux-mêmes représentent au mieux, lorsqu'ils ont réussi, une bourgeoisie. Donc cette espèce de deuxième guerre mondiale du pauvre, couplée à la guérilla des cleftes grecs, mixée avec des croisades baltes. Voilà, vous avez cette espèce de maelstrom indéfinissable. Ce sont ces guerres étranges, comme d'ailleurs peut l'être la guerre civile russe, hein, sous certains aspects. Ce sont toutes les plus ou moins petites guerres d'une même grande guerre, celle des bolcheviks, mais aussi des nationalismes, celle des révolutionnaires, des nationaux, des réactionnaires, des démocrates, des vainqueurs et des vaincus, voilà, tous mélangés, et opposés ou alliés selon les circonstances. Alors pourquoi ces luttes ? Avant d'en arriver à la conclusion, il faut comprendre l'esprit que nous traduit von Salomon dans cette espèce de paroxysme. Je le cite. « L'accord ne s'était pas encore fait entre la raison et tout ce qu'au-dedans de nous, nous sentions être le vrai. Aussi, nous étions prêts à agir sous la seule impulsion de nos sentiments, et il importait peu que l'on pût démontrer par la suite la justesse de nos actes. Ce qui importait, c'est qu'en ces jours, des actes fussent accomplis. L'avenir de l'Allemagne était maintenant livré aux mains de chacun, et chacun s'identifiait ainsi avec la destinée allemande. Ils marchaient les uns pour la gauche, les autres pour la droite. » Et c'est dans cette lutte qu'est commise leur deuxième péché contre l'esprit, avoir servi de mercenaires aux Anglais contre les bolcheviks largement, qui eux aussi finalement se battaient pour leur conception de la liberté. Dans toute cette guerre, la défaite est bien entendu inévitable, puisque les Freikorps et on va dire les unités irrégulières soutenues par l'Allemagne, et puis ensuite, enfin la République de Weimar, et puis ensuite abandonnés par elle, ils sont seuls contre tous, et ils sont finalement chassés par les troupes de ces jeunes États baltes, laissant derrière eux une terre en ruine. Mais pas que. Ils y laissent une partie de leurs illusions, et c'est encore plus résolu qu'ils reviennent en Allemagne, résolus à la sauver bien entendu contre elle-même. Ils sont les maudits, ne pouvant partager leur expérience qu'entre eux, ne reconnaissant pas les concitoyens qui les entourent et qui ont tranquillement accepté une paix sordide. Arrive ensuite le grotesque putsch de Kapp de mars 1920, malmené, qui fait revenir toutes les vieilles gueules de l'Empire. Vous avez ici le putsch de Kapp, c'est l'entrée de la brigade Erhardt à Berlin, et donc qui échoue. La réaction de l'auteur est d'ailleurs éloquente à la lecture des noms des conjurés, je le cite, « trop de vieux ». Bref, par une ironie de l'histoire, ce sont maintenant les milices ouvrières qui vont défendre l'ordre et la paix contre cette révolution militaire qui échoue piteusement. Von Salomon échappant de peu à la bastonnade populaire, il est fait prisonnier près de Hambourg après des combats. Une des meilleures explications sur ce statut un petit peu de vaincu de l'histoire, de quasi cocu, utilisé par tous, combattu par tous, elle est donnée dans le questionnaire, livre qui sera publié 20 ans plus tard,
et que donc, de fait, je traiterai lui aussi plus tard. Bon, mais hop, le putsch de Cap. Je cite avec des coupures Von Salomon qui fait le bilan un petit peu de cette histoire-là et de son, à l'aune, on va dire, de son âge un petit peu plus avancé et de sa situation différente. Je le cite donc. Une seule fois, j'ai été lié consciemment et en engageant toute ma personne à l'histoire de mon pays. Et cet instant devait laisser planer ses ombres sur toute ma vie. Jusqu'à la révolution de 1918, j'avais sans doute vécu dans un monde tracé à l'avance. Je sortais d'une famille de fonctionnaires et d'officiers, et destiné à la carrière militaire, j'avais été élevé au corps royal des cadets de la Prusse. Je grandissais donc dans un état d'esprit et dans un milieu où le seul intérêt que l'on prenait à l'État était l'obligation de le servir. Dans ce fait résidait le privilège de notre position. Sans doute ressentais-je très amèrement la disparition de ma position privilégiée à l'issue de la révolution de 1918. Le fait d'entrer aussitôt et sans une seconde d'hésitation dans un corps franc n'était pas une tentative de suivre simplement l'ancienne voie tracée. Cette décision n'était pas non plus dictée par le simple goût de l'aventure. Non, c'était sans doute le désir de servir l'État sans en tirer aucun profit personnel. Dans ces temps troublés, les corps francs avaient la mission de rétablir le calme et l'ordre à l'intérieur du Reich et, en outre, de protéger et consolider les frontières devenues mouvantes. Ils avaient donc une authentique mission publique et, au début du mois, leur chef comprenait ainsi leurs devoirs. Même le putsch de Cap, la première véritable révolte des soldats contre l'État, était aux yeux des participants une tentative d'assurer une prééminence d'une conception de l'État contre les prétentions des groupes d'intérêt. Voilà comment se justifie-t-il, 20 ans plus tard, de ces aventures soldatesques. Reprend donc sa vie de prolétaire, et c'est l'arrivée des troupes françaises qui relance un petit peu la machine. Le destin et le hasard des rencontres fait qu'il se lie avec Erwin Kern, et qu'il vient de voir mettre une trempe dans la rue un officier français reprenant avec une dame. On ne sait pas vraiment où ça se passe en Rhénanie, dans le sens où on a des troupes d'occupation un petit peu partout entre 1919 et surtout après 1923 et 1930. Attends, je lis rapidement. À dire le Wenger et sans doute d'autres. Il y a énormément d'hommes qui feront partie de l'histoire nationale allemande entre 1933 et 1945 à tous les titres qui ont fait partie des corps francs. Énormément. Je pense que la liste est, j'ose pas dire infinie, mais elle est vraiment très 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 importante. Donc, puis après donc ces bisbilles avec les Français, il faut repartir au combat, chasser les Polonais de Haute-Silésie qui n'ont rien à y faire et qui tentent ainsi de profiter des conséquences d'une guerre dans laquelle ils ont combattu très souvent dans les armées des empires vaincus. Je vous mets l'image, hop, de la Silésie. Photo prise par un Français en l'occurrence, puisqu'il y avait des troupes françaises qui servaient de troupes pour le maintien de la paix. Et donc les Polonais enfreignent le droit des traités, auquel bien entendu les corps francs ne croient pas, hein. Ce à quoi ils croient est, je cite Von Salomon, le droit de la jeunesse à rechercher la justice par la vengeance. Et donc Polonais qui enfreignent assez le droit des traités pour être détestés aussi bien du personnel politique de l'Ouest, aussi bien on va dire des vainqueurs que des vaincus. C'est une guerre de petite ampleur, c'est une guerre excessivement cruelle, où on ne fait pas de prisonniers, où on mutile largement les corps, et où les Allemands parviennent à sauvegarder une partie de la Haute-Silésie, qui avait plébiscité régulièrement son rattachement à l'Allemagne. Ça clôture un petit peu la partie, on va dire, militaire du parcours de Von Salomon. Et une fois les combats terminés, vient l'heure de la clandestinité politique en 1921. On choisit la politique du revolver et de la peur. Je le cite à nouveau, autrefois des étrangers, ils devenaient des réprouvés. Autrefois recherchés, ils étaient maintenant ceux que l'on fuyait. Autrefois des hommes d'action, ils devenaient des criminels. Von Salomon ramène à ce moment-là dans son livre L'organisation consule, on en reparlera, à une fiction d'aimables amateurs. Il sera beaucoup plus prolixe sur l'existence de cette organisation secrète, avérée, dans le questionnaire. L'organisation consule n'existe donc pas, mais à chaque opération montée, il trouve quand même des complices dans toute l'Allemagne. Le livre montre des conspirateurs traqués et dénués de tout quand l'histoire retient une organisation tentaculaire payée par la haute bourgeoisie. Faut pas oublier qu'entre 20 et 23, ce sont plusieurs centaines d'assassinats politiques qui sont commis en Allemagne. Bien sûr, un témoignage n'est que le résultat de ce que le témoin peut ou veut dire en fonction de différentes contraintes. Dans le questionnaire, il sera beaucoup plus prolixe parce que les contraintes qui pèsent sur son action ne sont plus les mêmes.
Voilà. On peut aussi penser de façon réaliste que l'auteur est un simple exécutant, ce qui est le cas, qui voit pas forcément les ficelles et qui constate un manque de moyens qui fut malgré tout sans doute réel, puisqu'on a vu la différence entre la volonté déployée par ces hommes et le résultat obtenu. La partie la plus étrange du livre est d'ailleurs sans doute la partie qui fait partager l'exécution d'un traître, qui est assez grotesque et qui finit par l'auteur laissant la vie sauve au mouchard. Entreprise véridique par ailleurs, puisqu'il sera condamné par la suite pour ça, et qui ressemble bien peu aux assassins résolus des Freikorps. C'est assez étonnant, c'est vraiment un petit peu... ça fait un peu Charlot. Donc le 24 juin 1922, c'est l'assassinat de Ratonneau par Edwin Kern et Hermann Fischer, deux jeunes hommes, je crois qu'ils ont à peu près 25 ans, qui, passant à côté de la voiture du ministre, je vous mets Ratonneau, vont la cribler balle avant d'y jeter une grenade. Ratonneau, c'est le ministre des Affaires étrangères de la République de Weimar du temps, un esprit puissant, mais qui, selon Von Salmon, ne critiquait les choses que pour qu'elles puissent continuer d'exister. Ratonneau, c'est le ministre dangereux, c'est l'homme qui a une pensée qui se tient, une logique visant à ramener l'Allemagne dans les grandes nations en tant que démocratie devenue libérale, usant de l'ordre qui a surgi de la Première Guerre mondiale pour faire respecter son pays par le droit des traités, et les deux assassins finiront par une mort très allemande. Là aussi, ça fait partie de ces beaux passages. Quelques semaines plus tard, ils sont assiégés par la police dans un château médiéval. L'un des deux se fait tuer, et l'autre ensuite se suicide. Il y a quelque chose de très, très romantique, allemand, dans cette mort dans un château. Et malgré tout positionnement politique, l'attentat contre Ratonneau, je pense, doit parler au cœur, de même que le Savinkov, terroriste de ce qui ne fut pas, pour parler d'un camp opposé, parle au cœur. C'est la résolution de l'ultime sacrifice pour la communauté. Ce n'est pas l'exaltation délirante et exubérante du fanatique religieux, c'est le sacrifice conscient de celui qui ne croit plus en rien, pas forcément, mais très clairement dont la mort ne le mènera nulle part. La mort de Kern, qui est le plus résolu d'entre eux, aura l'effet inverse de ce qu'il escomptait et va disloquer les groupes et la résistance nationale. Oui, en effet, ouais, Pierre, c'est une fin très gothique, ouais, tout à fait. Donc arrive juste après l'arrestation de l'auteur, sa condamnation à 5 ans de prison pour sa participation, disons, morale, si ce n'est effective, à l'entreprise, et l'expérience carcérale qui représente une part importante de l'œuvre, qui est d'ailleurs souvent négligée. L'œuvre est découpée, j'ai parlé de 5 jalons, mais l'œuvre est découpée en 3 grandes parties à peu près égales, les réprouvés, les conjurés, les criminels. Mais à l'intérieur de ces dernières, l'expérience carcérale est la plus longue, c'est 5 ans de la vie de l'auteur, la moins propice aux aventures, et pourtant elle n'est pas là sans raison. C'est presque un exercice littéraire inversé, d'en dire peu sur beaucoup, puis beaucoup sur peu. C'est un récit mort à l'image de ce qu'il ressent être en prison. Je vous ai mis d'ailleurs ce qui est devenu aujourd'hui la prison où il était, Rockenberg en S. Je peux vous assurer que ça a sans doute largement changé depuis l'époque de Von Salomon. Je crains qu'il n'ait pas eu l'occasion d'y jouer au football. Mais elle est toujours là. Le procès est l'occasion pour lui de réaffirmer sa conviction que son combat est celui des justes, entouré d'une bourgeoisie haineuse, de citoyens veules, de bolcheviks sanguinaires, d'un peuple sans âme, sans cœur, de traîtres, de peureux, enfin bref, tous les adjectifs qu'on peut accoler. Il faut aussi dire que la peine sera assez limitée au vu des troubles du temps et du poids toujours important à l'époque, bien entendu, du camp que l'on dit national, donc il a une peine assez légère. Et l'expérience carcérale est une leçon. Je le cite, « La cellule m'enseignait à comprendre la haine qui force les opprimés à mettre toute chose, toute valeur au service de la lutte contre la servitude, qui les force à penser matériellement là où ils devraient penser métaphysiquement et à rêver bonheur là où ils devraient rêver destin. » Et il le comprend d'ailleurs tellement bien que c'est avec un détenu communiste qu'il se lie, puisque tous deux sont enfermés par un état qu'ils ne reconnaissent pas et veulent combattre. Et à titre d'exemple trivial, parce que ça fait partie de cet apprentissage et de cette démonstration. Cet exemple trivial, comme son attente qu'on va bien lui laisser obtenir un livre qui lui a été envoyé, l'idée est de faire prendre tout son sens à l'aliénation administrative et à faire ressentir ce que lui a cruellement vécu, c'est-à-dire être entièrement remis, vie, corps et âme, au bon vouloir des autres, alors qu'il avait été maître de son destin jusqu'à présent. Il est donc en prison pour tous les événements de 1923, que ce soit la Ruhr ou le putsch de la brasserie, deuxième fois d'ailleurs qu'Hitler est nommé dans le livre, il l'est assez peu. Et la leçon qu'il en tire,
Et prémonitoire, je le cite à nouveau, nous ne voulons pas nous illusionner. C'est fini. C'était beau et c'est fini. Jamais plus nous ne marcherons comme nous étions habitués à le faire. Notre bande folle n'existe plus. Par-ci, par-là, dans le pays, il en reste encore quelques-uns qui en ont fait partie, et bientôt nous ne saurons plus rien les uns des autres que ce qui nous a liés autrefois. Peut-être, ou plutôt certainement, le grand compte sera réglé quelques jours. Les quelques hommes qui sont restés recommenceront de nouveau la lutte, individuellement, ou bien chacun avec une autre bande. Peut-être. Mais ce sera alors un nouveau combat, avec de nouvelles lois. Au moment où il va sortir, revient la tentative d'assassinat grotesque dont j'ai parlé, donc il prend 3 ans de plus. Il sort finalement en 1927, conscient du fossé que la prison a creusé avec ses camarades, devenus, je le cite, des messieurs bien rasés, en veston noir, qui déclinaient des professions bourgeoises sérieuses et semblaient à chaque instant prêts à encaisser l'indemnité allouée aux témoins. Conscient aussi que plus personne ne les craint et c'est un homme mûri qui constate l'échec passé, sans renoncer à la lutte, pour le moment. Et on en reparlera la semaine prochaine de cette lutte. Son passage en prison est le plus intéressant du bouquin. Ça se discute, je comprends ce que tu veux dire et je suis pas loin d'être d'accord. Ça dépend de ce qu'on entend par intéressant. Je pense qu'effectivement, pour toute personne qui vivrait une expérience carcérale, je recommanderais de le lire. Ouais. Je trouve que c'est vraiment profond dans l'analyse de ce qu'est cette vie-là. Et après, est-ce que c'est plus intéressant? Ça dépend de ce qu'on aime. Je pense qu'il y a des gens qui jugeront les combats dans la Baltique ou autres plus intéressants, voilà, il y a quelque chose de plus épique et en même temps de profondément triste. Mais ouais, ça peut se comprendre. Je pense que la partie en prison, elle est très intéressante. Elle est souvent un petit peu passée sous silence dans les analyses qu'on peut avoir de son œuvre, alors que je pense que si ça représente une partie importante du livre, ça n'est pas pour rien. Je pense que l'auteur considérait ça comme important, et moi j'ai été surpris de trouver ça vraiment plus profond, effectivement, psychologiquement, intellectuellement, d'avoir quelque chose où on se dit mais la force d'analyse de l'auteur, elle est présente pour un homme aussi jeune. C'est quelque chose d'assez fort, ce retour sur expérience qu'il écrit alors que ça fait finalement très peu de temps qu'il est sorti de prison, enfin, fait 2-3 ans. Ouais, ça demande quand même un recul assez profond. Et effectivement, la première partie du livre ressemble plus à un bouquin d'histoire. Ouais, c'est très cinématique. De toute façon, Van Salomon est un auteur, c'est pas pour rien qu'il a bossé dans le cinéma sans doute après et qu'il a été scénariste. C'est un auteur très très cinématographique. Je pense que Les Réprouvés ferait un très grand film. Vraiment, je le crois sincèrement en plus. Hein. Je bois un petit coup. Hop, excusez-moi. Donc quel intérêt à cette lecture puisque ça fait partie de ces choses un peu sur lesquelles j'ai insisté mercredi dernier, et je trouve que c'est aussi là qu'on peut essayer de faire partager quelque chose, même si on se trompe et même si tout ça est un ressenti personnel. Oh, après il y a des choses qui sont à mon avis objectives. Déjà parlons du livre en lui-même avant d'aborder la force de son message et les leçons du temps. Hop, je vous mets les corps francs. D'abord, le livre, à mon sens, est une immense première œuvre d'écrivain à cet âge-là. C'est un réservoir à citations, je le pense, hein, je l'ai dit, je pense que l'auteur a le sens de la formule. Dans toutes les circonstances d'ailleurs, on arrive presque même parfois à sourire. Et c'est aussi un livre qui donne malgré lui, et je pense pour notre malheur actuel, l'impression qu'il y a réellement besoin d'espérer pour entreprendre, mais pas de réussir pour persévérer. C'est ça qui est un peu triste pour nous. Ce sont des gens qui sont porteurs d'espoir et en même temps qui connaîtront absolument que des échecs. Ce qui est un cruel maître pour nous aujourd'hui. On est à mon avis estomaqué quand même devant ce que vivront des presque adolescents en à peine 5 ans. C'est quand même un temps foisonnant, et sans lui et son témoignage, que serions-nous de ces combats oubliés ? Sans aucun doute pas grand chose. C'est ce que je disais aussi juste avant avec Pierre, le livre est aussi extrêmement graphique, presque cinématographique, plus qu'un film d'ailleurs. Il ferait sans doute à mon avis une super série si les propos étaient dans l'air du temps, je ne crois pas malheureusement. Et ensuite, compte à nous dire ces gens. On peut parler d'abord du rapport au bolchevisme et à la bourgeoisie. Il est très délicat d'articuler les nombreux propos de l'auteur dans toute son œuvre sur ce qui le sépare profondément des bolcheviks, à une époque où sont aiguës les oppositions comme les ralliements. Ce qu'on peut dire, c'est que le rejet du bolchevisme n'est pas dogmatique.
Il est avant tout instinctif et symbolique. L'auteur entend lutter contre les valeurs bourgeoises, ce qu'on pourrait nommer la société libérale, mais pas, je le cite, sous le signe de la faim, de la fatigue et de l'envie. Le prolétaire n'a pas choisi sa situation, il en souffre, il pourrait même se réveiller en bourgeois. Il souhaite une égalité à son bénéfice. La vie de misère des réprouvés, elle est un choix qui leur confère, en tout cas le pense-t-il, une supériorité morale. Avant d'autres considérations, sa pensée première, encore une fois, elle est individuelle, c'est que le camp de la Révolution est une force composée de gens qui ne comptent pas lutter contre l'abaissement du pays et sa défaite. Ce qui est d'ailleurs pas tout à fait faux, hein, ils comptent plutôt en tirer profit, mais de fait, le rouge personnifie plus finalement le traître et le défaitiste que l'ennemi doctrinal. En tout cas tel qu'il le voit au début de la Révolution. Le rejet de la bourgeoisie, et l'auteur d'ailleurs exprimera à nouveau cette pensée dans La Ville, n'est pas lié lui à des conceptions encore une fois marxistes de classe ou économiques, comme chez les bolcheviks, conception qui, pense-t-il, étouffe le réel, c'est l'éthos bourgeois qui est rejeté, le symbole de tout ce que la bourgeoisie transporte avec elle comme désir sournois et soumission veule. La bourgeoisie, si finalement il la protège du chaos, tout en d'ailleurs le regrettant après coup, c'est parce que cela reste une représentation de l'ancien monde qui disparaît, celui dans lequel ils ont vécu, et qui vaut mieux que l'anarchie, en tout cas à ce moment-là, le pense-t-il. Il faut voir aussi que von Salomon envisage avec l'écroulement de l'Allemagne, la classe des déclassés à laquelle il appartient, comme celle étant ni possédante comme la classe bourgeoise, ni organisée comme la classe ouvrière, qui a le vrai intérêt à la lutte des classes. Il est impossible pour lui de la mener au nom de la force organisée que sont les ouvriers. Néanmoins, le bolchevique a une proximité dans son combat contre le libéralisme et l'ordre de Versailles. La chose qu'on lui reproche fondamentalement, et là c'est plus intellectuel, c'est sa soumission à une puissance étrangère, Moscou en l'occurrence. Mais ici c'est la réécriture de von Salomon quelques années plus tard à l'aune de théories plus intellectuelles qui sont issues de l'école conservatrice, dont on reparlera pas tout de suite, mais dont on reparlera un jour. Sur le moment, ce sont des instinctifs. Ils sont nés dans les tranchées de 14 ou la défaite de 18, ils ne font pas appel à des concepts plus profonds qui viendront ensuite patiner son œuvre. Le but de cette lecture des réprouvés, à mon avis, c'est aussi d'essayer de comprendre cette force profonde qui va fleurir en gerbes multiples et différentes au cours des années 30. Cette floraison d'ailleurs se retrouve dans la fratrie des von Salomon eux-mêmes, qui cumulent à eux 4 20 ans derrière les barreaux ou les barbelés. Je cite l'auteur dans le questionnaire à nouveau, on aura l'occasion de reparler du questionnaire, je peux le déflorer ici parce que c'est pareil, c'est un livre assez profond et assez multiple pour qu'on puisse en dévoiler une partie maintenant sans en dévoiler la totalité, donc je le cite. Sur sa fratrie, on pourrait croire que nous avions tous les 4 les mêmes convictions. Ce n'est pas le cas. Je suis persuadé, il est vrai que nous avons à peu près la même opinion sur les devoirs d'un homme dans ce monde, mais nos chemins sont jusqu'à ce jour restés assez différents. Mon frère Bruno s'est déclaré partisan du drapeau rouge sang de la Révolution, mais sous ce fier emblème serpente une chose appelée ligne générale, et je ne suis pas tout à fait sûr que celle-ci n'ait pas changé plutôt que mon frère Bruno. Par contre, mon frère Gunther a lutté dès le début sous le signe de la croix. Inébranlable, il se tient dans les remous violents des temps sous ce symbole simple et droit. Mais il est le seul d'entre nous à avoir été membre du parti, je dois le dire sans embâche, surtout parce qu'il est le seul à avoir été dans un camp de concentration allemand. Quant à mon frère Horst, je suppose qu'il a aujourd'hui encore un certain plaisir à l'idée que la croix peut comporter des crochets. Lui, par contre, n'était pas au parti. Voilà, on comprend, ce sont 4 destins allemands profondément liés et pour autant tous différents. Alors, ces Freikorps, alors c'est difficile de parler des Freikorps en tant que tels. Disons plutôt les réprouvés et tout ce que ça implique en termes de tout ce que ça englobe. Sont-ils des nationalistes ? Sont-ils des conservateurs? Sont-ils des réactionnaires? Sont-ils des proto-fascistes? Sont-ils des nazis en devenir? Je vous mets une réunion de... Je pense que d'ailleurs j'avais déjà utilisé pour la foire au livre celle-ci. C'est une réunion de vétérans de ce qu'on a appelé la Eiserne Division, la division d'acier, et son motto Undor, qui fait partie un petit peu des légendes de la Baltique. Je renvoie encore une fois à la foire au livre sur le sujet. Donc posée ainsi, la question n'a pas tellement de sens. Il paraît bien entendu impossible de trancher, et le vocable de révolution conservatrice, qui est une création de la recherche, encore qu'il ait une réalité, a servi à caractériser un mouvement intellectuel très large. Il va savoir être assez vague pour regrouper sous ce terme des gens qui pensent tout et son contraire, et que l'auteur d'ailleurs regardera avec une légère ironie très rapidement. En introduction, je crois que l'auteur nous le dira mieux que je ne saurais le faire,
Je le cite, « Ce que nous savions, nous ne le voulions pas, ce que nous voulions, nous ne le savions pas. » Bon, je crois que tout est dit. Nationalistes, ils le sont sans aucun doute, dans une époque bien particulière, qu'encore une fois l'auteur sait rendre avec son habituelle mordance, celle du début des années 20. À cette époque, les associations patriotiques sortaient de terre comme les champignons. Des croyants appartenant à toutes les classes de la société bouleversée s'y réunissaient. Partout, c'était le même tohu-bohu d'opinions et de gens. Tous les lambeaux et les débris des valeurs d'autrefois, des idéologies, des confessions et sentiments qui avaient été sauvés du naufrage, s'entremêlaient aux mots d'ordre attrayants, aux demi-vérités du jour, aux aperçus imprécis, aux divinations exactes, et tout cela formait une pelote, perpétuellement en rotation, et d'où s'échappait un fil, dont 1000 mains empressées s'emparaient pour en lisser une tapisserie d'une diversité de couleurs déroutantes. Des chefs de parti au crâne chauve trouvaient des accents aussi mélodieux que l'appel des sirènes pour attirer les jeunes générations. Partout, on voyait un Bismarck en plâtre, au milieu de lauriers et entouré de généraux décorés. Sous un mélange curieux d'odeurs de bière, de mythes solaires, de musique militaire, on essayait d'étouffer la peur de la vie qui vous serrait la gorge. Cette tapisserie multicolore était bordée d'une frange burlesque de sectes et de communautés, de prophètes et d'apôtres. La misère, la foi et la force inutilisée donnaient naissance à d'incroyables projets, dont quelques-uns peuplaient le Rhin de sous-marins, détruisaient la flotte anglaise au moyen d'ondes mortelles et supprimaient le corridor polonais avec des paysans armés de faux. Ces associations étaient un symptôme. C'est là que se réunissaient les hommes qui se sentaient trahis et trompés par l'époque. En fait, si la révolution conservatrice est l'aspect intellectuel et théorique, on y reviendra dans très longtemps, je l'ai dit, l'aspect purement politique est à rapprocher de ce qu'on appelle le nationalisme soldatique. L'idée que du front doit émerger la force qui guidera la nation, puisque s'y sont retrouvés les éléments les plus forts et les plus décidés à l'ultime sacrifice. L'histoire en a conservé le nom. C'est un phénomène que l'on retrouve souvent, et c'est pour ça qu'on aime bien faire parfois des liens avec l'époque actuelle. L'émergence, par exemple, d'un mouvement politique issu du noyau du bataillon Azov en Ukraine est du même tonneau, et avec les mêmes conséquences, notamment l'impossibilité de traduire ces ligues et ces groupements en des succès électoraux. Ces groupes arrivent à être immensément populaires, mais ils sont impossibles à emmener au pouvoir car ils sont absolument trop associés à la société militaire. Ils sont nationalistes dans une nation qu'ils ne reconnaissent pas, conservateurs projetés vers l'avenir, et surtout, et ça c'est un fait, totalement anti-réactionnaire. Je dissocie bien entendu le combat pur qui fait appel à l'instinct et les productions intellectuelles qui viendront valider ou non les opinions de toute cette classe de réprouvés. Mais c'est un phénomène assez intéressant et je vous dis, je pense qu'on en reparlera. Alors reste à savoir, sont-ils des fascistes, voire des proto-nazis ? On connaît notamment l'utilisation de la croix gammée, bref, on m'excusera d'appeler ça une croix gammée, peu importe, dans tout le mouvement Freikorps pour différentes raisons. Alors historiquement, alors ça c'est de l'ordre du symbole, hein, c'est pas très important, historiquement il me paraît difficile d'évacuer la tentation nazie pour des nationalistes révolutionnaires et pour une théorie politique allemande qui dès le début du XXe tentait de réconcilier nationalisme et socialisme. C'est un enjeu qui parcourt toute l'histoire allemande du début du XXe siècle. Mais encore une fois, parlons individualité. Il est évident que beaucoup se retrouveront dans le nazisme, par idéologie clairement, mais aussi parce qu'il s'agit d'une minorité active et d'une jeunesse qui sent qu'elle doit s'engager et elle a vocation à rallier l'extrémisme de ceux qui sont actifs. Ces hommes sont nés avec le siècle, ils sont donc en pleine forme de l'âge avec l'ascension du parti, ils sont en pleine fleur de l'âge à son apogée, et donc le triomphe du nazisme entraîne donc cette minorité active, bien entendu aussi la masse. Son succès au nazisme fait que l'on s'intéresse forcément aux dirigeants, pas aux anonymes, moins à ceux qui s'y sont opposés et très peu à ceux qui sont morts sur le chemin. Je pense que la plupart des dignitaires nazis sont connus par leur nom. Je pense que si on commençait à aborder les longs couteaux et ce genre de choses, ça demanderait, les noms deviendraient beaucoup plus difficiles à resituer. Le national-socialisme, on le sait par son extrémisme, la nouveauté de certaines méthodes, a su capter l'essence de la révolution nationale qui était encore légaliste et a servi de tamis pour l'ensemble du camp national, encore que les changements d'allégeance entre 1933 et 1939 soient légion, voire même si on étend ça entre 23 et 39. Pour autant dire qu'il lui a pavé la voie me paraît lui offrir un rôle
plus important que le réel. Les Freikorps, on va dire, cette espèce d'aspect combattant des réprouvés, sont les fruits de la défaite. Une réaction épidermique. Le nazisme est lui une construction bien plus protéiforme, dont les corps francs ne sont qu'une, on va dire, une parenthèse formatrice pour beaucoup de ses cadres, mais aussi pour beaucoup de ses opposants. Faut pas oublier que von Salomon comme Junger seront emmerdés à la prise du pouvoir d'Hitler pour leur prise de position politique ou littéraire. Von Salomon perdra son poste de rédacteur en chef du journal des corps francs après la nuit des longs couteaux, qui marque la purge massive dans les forces, disons, dissidentes du nazisme. Nazisme qui prend forme. Faut pas oublier non plus que les grands travaux intellectuels de la révolution conservatrice, ceux par exemple d'un Müller van den Bruck, seront rejetés du corpus doctrinal national-socialiste. Donc il y a un rapport, mais je pense qu'il est plus individuel dans les parcours que structurel. Pour ce qui est de l'auteur, von Salomon, j'en parlerai une autre fois, la prochaine fois, plutôt, mais dès 1933, la préface française à la ville souligne déjà son éloignement complet du nazisme, avant même que celui-ci n'accomplisse ce pourquoi on le connaît. Ce rejet du nazisme s'explique aussi par des notions instinctives, notamment le caractère largement anti-plébéien de leur pensée, la vocation aristocratique qu'ils s'assignent en plus de la guerre, mais ce n'est pas une aristocratie de classe, c'est plutôt une aristocratie morale et nationale. Bon, résumer tout ça en quelques simples pensées ou simples destins est impossible. Vous aurez des gens qui résisteront en 1934, d'autres en 1944. Certains mourront en Asie, d'autres en non encartés. Voilà, certains penseront y défendre la patrie, d'autres croiront encore à la volonté révolutionnaire. Certains vont s'enrichir, d'autres vont rester des ascètes. Je pense pas que les Freikorps soient proto quoi que ce soit. Ils sont post-défaite. Et le NSDAP saura in fine triompher par rapport à tout un ensemble d'autres mouvements du cadre national. Et à l'échelle individuelle, quand un mouvement disparaît, vous rejoignez un petit peu le mouvement qui le phagocyte. Une des premières choses que fera Hitler, encore une fois, là aussi on en reparlera, c'est de mettre au pas le camp national. Alors je suis pas partisan d'une tradition historique qui les relie. On pourrait évoquer la crise économique, on peut évoquer beaucoup de choses, mais en tout état de cause, on peut prendre l'individu et la société dans son ensemble et mesurer que ce dont on parle là n'est toujours qu'une petite fraction d'un tout. Et que surtout, effectivement, il est très rare d'avoir des ruptures dans l'histoire. À partir du moment où une continuité aboutit à un résultat, forcément, effectivement, l'antériorité y a joué un rôle. Il reste à mesurer pour quelle part et si tout était écrit. Voilà. Je cite l'auteur. Au jour de la crise la plus aiguë du mouvement nationaliste, en novembre 1923, les premiers cadres de la révolution des petits bourgeois firent leur apparition en chemise brune à côté des derniers cadres de la révolution des soldats en tunique Feldgrau. On a là toute l'idée et le gouffre que certains effectivement se refuseront à franchir. Ils ne sont pas juste révolutionnaires, pas juste plébéiens ou anti-plébéiens, aristocrates, bourgeois, antisémites, ils sont tous ça en même temps, mais surtout ils sont soldats. Et pour eux, et pour une large partie, ça formera un certain écart avec ce que sera le nazisme. Je vous demande juste une petite seconde, je vais boire un coup. Parce que mine de rien, on parle. Bon, l'idéologie est de toute façon la grande absente du livre, en tant que... On va dire que corps de doctrine définie et volonté politique d'encadrement des hommes et des pensées. Le seul moment où l'auteur se dévoile et où l'on reconnaît réellement la pensée de la révolution conservatrice et la tentation de l'Est notamment qui la caractérise, ce sont les paroles qu'il met dans la bouche de Kern avant son assassinat de Ratonneau. Je le cite. Dans toute leur histoire, les Russes, aussi bien que les Allemands, ont toujours eu à se défendre afin de ne pas voir disparaître complètement leur personnalité sous des influences étrangères. Mais il me semble que la volonté germanique, dans ses réactions, a toujours visé à atteindre une conception du monde spécifiquement allemande, tandis que chez les Russes, ça n'a été sans cesse que le combat d'un ascendant étranger sur l'autre. Pour se défendre contre l'Ouest, le Russe ne lui a-t-il pas aujourd'hui encore emprunté une théorie qui, bien que destinée à combattre les tendances actuelles de l'Ouest, est l'enfant de celui-ci. Ce qui importe, c'est qu'une attaque contre le bolchevisme est une attaque contre la liberté nationale des Russes. La Russie a trouvé dans le bolchevisme la forme d'État qui lui convenait, tandis que l'Allemagne ne l'a pas trouvé avec sa République de Weimar. Ils parlent de révolution et veulent dire Russie. Le rayonnement d'un peuple s'étend aussi loin que s'étend sa force, et aussi loin également rayonne son idée maîtresse. C'est chez les communistes allemands qu'il s'agit d'intérêts. Si nous luttons contre leurs intérêts, ce n'est pas parce que ce sont les leurs, mais parce que nous ne pouvons pas reconnaître d'autre intérêt que celui de la nation.
c'est du socialisme, et du socialisme dans sa forme la plus pure, dans la forme prussienne. Un socialisme qui brisera la tyrannie des lois économiques par la plus intime des cohésions, par le sacrifice le plus complet à la totalité allemande. Bon, bien entendu, j'ai mis ici, hop, Spengler et sa prussianité et socialisme, mais on reconnaît effectivement le nationalisme, la révolution, le socialisme de Spengler, le socialisme de la Gemeinschaft, de la communauté, et aussi la tentation slave d'un Möller van den Bruck. Je pense, je viens d'acheter, alors il coûte un bras, il coûte 80 balles, mais je viens d'acheter le Troisième Reich de Möller van den Bruck, et je pense que je le présenterai dans pas mal de temps. Parce que c'est très intéressant. Voilà. À la limite, je me bornerai à parler pour l'auteur d'un socialisme de communauté soldatesque et presque raciale, au sens de la terre, hein, du Heimat, qui n'a pas pu aboutir à une pratique du pouvoir. Tout ça est très compliqué, de la même façon le gouvernement n'est pas contre eux. Ouais, 83 €, ouais, je crois, et qui coûte. Ouais, ça tape un peu, ouais. Il vient de paraître pour la première fois dans une vraie édition française. Parce que le lire en allemand, j'allais dire je parle allemand, je me débrouille avec l'allemand, c'est pas un souci, j'en ai fait assez à l'école, mais lire un livre complexe en allemand, ça m'a toujours refroidi. Donc voilà, de la même façon le gouvernement n'est pas contre eux par idéologie, à l'inverse de ce qui oppose le gouvernement bolchevique, mais parce qu'ils sont une menace claire pour l'ordre public et la marche sereine des affaires en tant que producteurs de violence. Ce qui n'empêchera pas Weimar de commencer à réarmer, par exemple, hein, l'opposition n'est pas si profonde. L'important pour Weimar est d'afficher le respect de l'ordre des traités et que ces jeunes gens menacent. Cette lacune doctrinale, à mon avis, dans l'œuvre est aussi la conséquence du fait que la société, malgré les tirades sociopolitiques qu'on peut y trouver, qui sont à mon avis du repompage des livres qu'il a lus, qui l'ont inspiré, mais il n'y a pas vraiment de doctrine personnelle derrière tout ça. Je pense que la société l'intéresse moins que les destins individuels et la fidélité à la communauté. Je pense que c'est ce qui l'intéresse le plus dans son livre. Enfin, l'assassinat de Ratonneau était-il antisémite ? Il est évident que l'esprit du temps incite à le croire. Pour autant, le livre, qui date d'une époque bien particulière, est dépourvu d'antisémitisme. D'ailleurs, l'œuvre entière de Von Salomon en est dépourvue, mis à part assez malicieusement d'ailleurs lorsqu'il fait œuvre de fiction dans la ville. Les pistes sont donc trop brouillées, alors que, je le rappelle, il écrit en 1930, à une époque où vous pouviez tout à fait faire paraître un livre, comment dirais-je, vilipendant les juifs. Les pistes sont donc trop brouillées pour que l'on puisse répondre, et on ne peut pas exclure pour autant que l'antisémitisme comme motif aurait nui à la grandeur d'âme des assassins si ça avait été assumé. Ne disposant que de faisceaux d'indices, on ne peut pas trancher et l'on doit se référer à la parole de l'auteur pour qui la cible n'a jamais été cible parce que juif. Selon quoi il faut reconnaître que plusieurs centaines d'assassinats se produiront entre 1920 et 1923 sans que les cibles ne soient spécialement juives. Ratonneau est surtout le seul homme capable d'arracher l'Allemagne à elle-même et de la réduire à une copie des démocraties mercantiles anglo-saxonnes. C'est sans doute vrai, mais l'ironie c'est que l'homme qui a réussi à faire ça, l'homme qui a réussi à transformer l'Allemagne en une copie des démocraties mercantiles anglo-saxonnes, et ben cet homme-là il s'appelle Hitler. Par son échec, bien entendu. Mais par son échec, c'est lui qui a transformé l'Allemagne en une copie de démocratie de marché pure. Il est ciblé parce que traître à l'Allemagne, pareil, ça se discute. Traître à l'Allemagne, oui, dans la conception effectivement qui est celle de Von Salomon à l'époque, mais il est ciblé parce que c'est un traître, c'est surtout un homme assez brillant et c'est surtout un homme en voie de réussir son pari. Il est en train effectivement de réussir à... Dans l'esprit de Von Salomon, oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est même pas... Von Salomon n'est pas la tête pensante de cette affaire, loin de là. Donc... dans l'esprit de Von Salomon, effectivement, il partage les conceptions. Il a une certaine admiration pour Ratonneau. Ça, comment dirais-je, transparaît assez facilement dans l'œuvre. Donc, quel message en retenir ? On va finir avec ça. Quel message ? J'avais pas vu que c'était des images sous licence. Tiens, bon, c'est pas grave. Bon, quel est le message, ce n'est pas le plus important, mais plutôt sur quoi porte le message, celui de l'auteur. D'abord, qu'on soit clair, on passe à côté de l'essentiel si on ne comprend pas, et je trouve que c'est assez peu dit
j'ai regardé quelques... ça commence à faire très très longtemps par contre que j'ai fait que j'ai préparé cette présentation. J'avais regardé quelques vidéos. Je trouve qu'on passait à côté de beaucoup de choses essentielles, mais encore une fois, ça n'est que subjectivité personnelle, mais je pense que l'on ne comprend pas le message si l'on ne comprend pas que c'est un livre sur l'espoir, sur l'action, et Uber Alles sur la jeunesse. Ces hommes sont bien entendu mus par la doctrine de l'action, enfoncer les portes avant de savoir ce qu'on y trouvera. Je le cite, notre tâche n'est pas de gouverner mais de donner l'impulsion. Ce n'est pas un livre simplement sur les corps francs, mais c'est un livre sur l'Allemagne, sur l'action et la jeunesse. C'est une ode à la jeunesse. Alors pas version Jack Lang, j'adore les jeunes, mais sur sa résolution, sur son emportement et tout ce qu'elle seule peut accomplir pour purifier le monde. Nous sommes au temps des opportunités, où les frontières ont été tracées par de vieux messieurs dans des salons sous des lambris dorés, et où de jeunes idéalistes tentent de les gommer en faisant le coup de feu et de les rectifier à coups de canon. Un livre sur la jeunesse et sa force et ses possibilités amènent forcément à s'interroger sur notre société et notre démographie, cette problématique centrale. La gérontocratie est un ennemi, et la formation intellectuelle de la jeunesse, c'est sans doute l'enjeu principal pour l'avenir de la nation. Ceux qui pensent que tout ça est une formule ne mesurent sans doute pas l'importance primordiale du sujet. Après l'action, on se rend compte in fine que ces jeunes se sont cherchés sans jamais se trouver. Ils ont agi, mais ne sauront jamais vers quel but tendait l'action. Ce sont des destructeurs, c'est une occupation noble lorsque la structure est pourrie, mais force est de constater que construire ou reconstruire fait partie de leur imaginaire exalté, mais pas de leur résolution froide. Ils détruisent, ils ne reconstruiront jamais. Je le cite, nous en avions toujours appelé à cette force et jamais à rien d'autre. Nous n'en avions jamais appelé aux partis et aux programmes, aux drapeaux et aux insignes, aux dogmes et aux théories. On touche donc les limites d'un projet qui ne sera jamais défini. On ne peut pas dire mieux que Von Salomon, je le cite à nouveau. Que voulez-vous en réalité ? Nous ne pouvions y répondre parce que nous ne comprenions pas la question. Et si nous avions tenté de nous expliquer quand même, eux n'auraient pas compris la réponse. Les antagonistes ne luttaient pas sur le même plan. Pour ceux d'en face, il s'agissait de biens matériels et de conservation. Pour nous, il s'agissait de purification. Pour nous, il ne s'agissait pas de système et d'ordre, de devises et de programmes. Nous n'agissions pas d'après un plan et pour un but bien arrêté. Nous n'agissions pas, les choses agissaient en nous. Et c'est pourquoi leurs questions nous semblaient sottes et plates. Elles ne nous semblaient toucher que la surface de notre être. Ce que nous espérions s'exprimait à nous dans un langage muet. Et nous craignions presque que ce langage ne devint articulé et que notre mission ne fût remplie. Finalement, noir ou rouge, le terrorisme n'a jamais débouché que sur le néant. Sans la conquête des masses ou des esprits, la propagande par le fait ne sert à rien, elle n'a servi à rien en Allemagne comme ailleurs. Dans un cadre contemporain, ça ne manque d'ailleurs pas de sel, puisqu'on peut se demander jusqu'à quel point certains esprits sont disponibles pour la compréhension du terrorisme actuel que l'on vit. C'est là-dessus que se joue d'ailleurs sans doute notre avenir, et peu importe l'ampleur et le nombre des attentats, ça ne change rien tant qu'une partie de la population n'est pas spirituellement conquise ou soumise. Le rapport entre ce vécu de la droite et celui de la gauche est d'ailleurs assez intéressant, puisque finalement les méandres et on va dire la chute de l'extrême droite, du terrorisme au pouvoir et à sa fin entre 20 et 45 présentent quelques similarités avec l'extrême gauche des années 60 à la fin des années 80, avec la même disparition des grands modèles politiques et l'embourgeoisement de toute une classe de révoltés. On voit aussi que dans des temps de troubles, de petits groupes peuvent orienter l'histoire. En temps troublé, chaque individu seul, celui qui n'a pas de lien personnel, culturel, religieux avec un groupe, est démuni, même lorsqu'il est courageux. C'est une certitude et on voit à quel point c'est un sujet prégnant en se promenant 5 minutes sur Internet. Le triomphe du nazisme est aussi une leçon à tirer de ce livre pour nos régimes libéraux modernes weimariens. À force d'ostraciser et de créer des réprouvés, d'interdire des idées et de mettre au banc une large partie des électeurs, puisque nous sommes encore des électeurs, il est fort possible que les honnis deviennent tonisseurs un jour et qu'ils sortent du bois face à une société qui s'est amputée de ses forces vives et de sa capacité de résistance, parce qu'elle a retranché de son corps des éléments de valeur profondément liés à leur sol et à leurs concitoyens. Voilà. Et comme on le voit parfois avec des événements politiques récents où les responsables réagissent en politique, en administrateur, Von Salomon nous encourage à agir et à réagir en suivant d'abord notre instinct et notre cœur, sans autre intérêt en vue. Je le cite, pour en finir, « Jamais nous n'oublierons comment le destin nous abandonna parce que nous ne voulions pas l'accepter tel qu'il se présentait. Jamais nous n'oublierons comment le nouvel empire s'établit sans porter la moindre empreinte d'une volonté créatrice, comment peu à peu tout mouvement, toute recherche fiévreuse, toute énergie et toute ardeur fut recouvert d'une couche d'inertie et de résignation.
je crois que le message final est là. On réagit en homme, en père, en ce que vous voulez, en fonction de valeurs et d'un intérêt communautaire supérieur, et le plus important est de tenir la ligne et d'agir toujours avec un certain courage. J'en finirai donc avec une phrase et une note. Commençons par la phrase. C'est vrai que je l'ai abondamment citée jusque-là, mais je mets toujours une phrase parce que parfois il y aura moins de citations, donc ça permet un petit peu de résumer l'œuvre en quelques lignes. Allez, je le cite. Nous avions toujours été au plus fort de la mêlée. Nous avions toujours été là où s'accomplissait la destruction, et nous y avions participé. Et pris ainsi entre deux ordres, l'ancien que nous étions en train d'abolir et le nouveau que nous aidions à construire, sans trouver place nous-mêmes dans l'un des deux, nous avions perdu la paix. Nous étions devenus des sans-patrie, porteurs maudits de force créatrice, puissants par notre volonté de ne reculer devant aucune responsabilité et réprouvés pour cette volonté. Où pourrions-nous jamais prendre position de manière stable et définitive ? Nous étions une génération maudite et nous disions oui à notre destin. Voilà qui conclut, et on va conclure forcément sur un jeu de mots. Hein. Je l'ai fait là il y a 5 minutes parce que j'avais mis une note sérieuse. Comment dirais-je, dans mes premières présentations, j'étais encore parti sur des notes sérieuses, donc bien entendu, je lui attribue la note de Jacques Attali sur 10. Voilà, vous aurez le droit de noter le jeu de mots en lui-même. Je pense qu'il est très bon, comme tout ce que je fais. Voilà qui en finit pour ce soir. Un petit peu moins d'1 heure. Plutôt cool, je pensais que ce serait un petit peu plus long. 0 sur 20 pour Jacques Attali sur 10. Ah merde, putain, j'étais fier de moi il y a 5 minutes. Putain, c'est venu comme une fulgurance, tu vois, la Baltique, Tallinn. Il fallait un Jacques Attali, ça réunit un petit peu toutes les caractéristiques. On parlait de Ratonneau. Bon, bah Jacques Attali, lui, est toujours vivant, a priori. Bon, bah ma foi, écoute, j'aurais essayé, hein, Pierre, désolé si ça t'a pas plu. En même temps, c'est pas si facile hein, comme ça. Bon, soit. Bien. Donc voilà qui en termine pour ce soir. On se retrouve mercredi avec Skyros qui va nous présenter la révolution industrielle. Alors j'ai regardé un petit peu, il m'a envoyé un plan. J'ai rien compris. Parfois il faut garder ses fulgurances pour soi. Avec SOIT, ouais. Ah ouais. Ah, t'es un bon toi. Parfois, il faut aussi garder ses fautes d'orthographe pour soi, tête de nœud. Bon, bref. Bien, donc mercredi, Skyros vient nous parler révolution industrielle. J'aurai sans doute pas le temps de partager grand-chose, donc ma foi, c'est pas très grave. Vendredi, on se refait un petit GeoGuessr avec la fine équipe habituelle. Et puis, dimanche prochain, donc on enchaîne sur la ville. Ouais, je vais peut-être éviter alors dans ce cas là les Philippe Laville et compagnie. Bon, il faut que je trouve quelque chose de mieux. C'est pas grave. Donc voilà, on continuera avec la ville de Van Salomon tranquillement et on finira donc la semaine suivante par le questionnaire avant d'embrayer sur autre chose. Mais c'est le programme qui nous attend pour cette semaine. Mercredi Skyros, vendredi GeoGuessr et dimanche la ville. Voilà, donc je vous souhaite sur ce une bonne semaine à tous. On se revoit mercredi, donc disons plutôt un bon début de semaine à tous. Et puis je vous conseille à nouveau de lire les réprouvés. Je pense que c'est un excellent livre. J'en ai parlé vite fait sur Discord par où commencer Van Salomon. Je pense que c'est un excellent début. Je pense même que c'est le meilleur début. Et vraiment, je vous conseille encore une fois de lire ce livre qui est vraiment d'une assez insondable profondeur quand on s'y arrête vraiment, et qui relate de multiples expériences et qui est vraiment alors lisez-le jeune hein, de préférence, mais c'est un vrai excellent livre de jeunesse et une vraie leçon de vie par un homme qui a vécu ce qui change des leçons de vie par des gens qui ne vivent pas ce dont ils parlent. Voilà. Sur ce, allez, je vous dis bon début de semaine et on se retrouve mercredi. Allez, à plus.